Ghislaine. You can put these on, you can hear what they're saying in English. Right? Oh, it's loud. Wait a minute. You want to know how to turn it down? Just turn this. So for the moment, dear photographers, please take some of your time. These are in case there's a question in French. Oh, I see. Okay. But otherwise... All right, we'll take them out. We can take them out, and only when they're in French do we have to. You know, just in case. I prefer you to have it. Although I know your French is excellent, of course. Here. You want this low or high? Like that, like that, like that. Thank you very much, dear photographers. I think it's time for the press conference to begin. Merci. Nous allons commencer la conférence de presse. Est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît, dans la salle? Please. Yes. Thank you very much. Merci. For going back to your seats. Hello everybody and welcome to the Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons parler du bon gros géant qui est hors compétition, basé sur le grand classique de Roald Dahl. D'abord, nous avons des personnes très talentueuses avec nous. Ils ont apporté de la magie à Cannes. Les amis, les partenaires depuis très longtemps de Steven Spielberg, E.T., entre autres, un moment enchanteur à Cannes. Ce sont les deux producteurs qui ont produit la plupart de ces films. Ce sont des vrais géants à Hollywood. Je parle bien sûr de Kathleen Kennedy et de Frank Marshall. Donc, à sa droite, une actrice très polyvalente qui a joué dans Vicky Cristina Barcelona et a été nominée aux Golden Globes, plus récemment Iron Man 3, aujourd'hui dans le rôle de Mary. Elle est un des êtres humains dans ce film, l'actrice Rebecca Hall. À ma gauche, un acteur néo-zélandais, un grand artiste, Flight of the Conchords. Grâce à cela, il a été reconnu sur le plan international. Il est très cannibale, un géant qui fait peur dans ce pays des géants, Jermaine Clément. À sa gauche, une femme avec une carrière brillante au théâtre, au cinéma, à la télévision. Elle a gagné des prix l'an dernier d'interprétation féminine. Elle était dans Match Point, Pride and Prejudice, The Exotic Marigold Hotel, entre autres. Le monde l'a connue comme Isabel Crawley de Downton Abbey. Penelope Wilton, la reine d'Angleterre. Sa Majesté Queenie dans le film. À sa gauche, la jeune fille qui joue le rôle de Sophie et qui est absolument magique. Actrice britannique Ruby Burnhill. À côté de Rebecca Hall, cet acteur impressionnant qui a gagné plusieurs prix, il a gagné le Academy Award, le BAFTA, pour meilleur second rôle dans Bridge of Spies de Steven Spielberg. Mark Rylance est le géant qui n'est pas malin, mais qui est adorable et timide en même temps. Enfin, mais très important, l'homme qui n'a pas besoin d'être présenté, il est une légende vivante. Il a gagné des Academy Awards 3 fois de suite, Steven Spielberg. Première question pour Frank Marshall et Kathleen Kennedy. Vous avez partagé beaucoup de rêves avec Steven Spielberg. Vous avez donné vie à tous ces rêves. Cette fois-ci, il s'agit d'un film de Walt Disney avec la voix de Roald Dahl et la vision de Steven Spielberg.
Ce sont les grands conteurs de tous les temps. Est-ce que votre voyage dans le pays des géants a posé des défis particuliers? Oui, ce projet nous a pris plusieurs années. Nous avons eu une chance inouïe, même si on en discutait depuis très longtemps avec Steven, depuis un certain nombre d'années. C'était un grand défi de réunir la technologie nécessaire et de raconter cette histoire comme nous le souhaitions. J'ai maintenant une question aux acteurs. J'imagine qu'avoir été choisi par Steven Spielberg pour ce film doit être en soi un rêve. Est-ce que cette expérience était magique, vous faisait peur? Comment est-ce que vous avez réussi à vous glisser dans la peau de ces personnages magiques? Ruby, à vous d'abord. C'est incroyable. C'est incroyable de savoir qu'on a été choisi pour un film si formidable et si magique. C'est en effet un rêve devenu réalité. C'est incroyable. Et Rebecca? Eh bien, Le Bon Gros Géant est probablement le premier livre que j'ai pu lire moi-même à voix basse. Et les films de Steven étaient les premiers films que j'ai aimés enfant. Donc associer ces deux choses, c'était de la pure magie. Je voudrais poser la question à la reine également. On m'a appelé, on m'a dit que Steven Spielberg voulait que je joue le personnage de la reine. J'ai dit non, mais sois sérieux, c'est une blague. Je joue dans Downton Abbey. J'étais entourée d'aristocrates qui me disaient « Ouais, pourquoi pas, tu es une vraie reine ». Et puis on m'a parlé de Steven Spielberg en plus. Et j'ai dit « Mais où est-ce qu'il veut me rencontrer ?» Et on m'a répondu « Non, il ne souhaite pas te rencontrer. Il voudrait simplement que tu joues ce personnage ». Et quand j'ai décroché ce rôle, je vous jure que vraiment c'était une expérience magique. C'était incroyable. Steven est un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut. C'est le type de réalisateur que j'aime parce qu'il dit non, c'est pas comme ça, il faut faire autrement. Et on travaille bien ensemble. J'ai adoré travailler avec lui et j'espère que j'ai bien joué ce personnage de la reine. C'est ma propre version de la reine. On verra bien si les spectateurs l'apprécient. Et puis, Jermaine Clement, vous aussi, vous êtes très impressionnant en tant que géant. Est-ce que c'était amusant pour vous de jouer ce personnage? Does this work? Yes. I don't sound very giant without it. It was very exciting, very fun. C'était palpitant, c'était très drôle. J'étais ravie quand le livre est sorti en 82. Notre institutrice nous avait lu ce livre à l'époque et plusieurs années plus tard, quand on m'a proposé ce rôle, je me suis enthousiasmée. J'adore Steven Spielberg et j'ai dit à tous mes amis, je leur ai dit, Steven vient de m'appeler. Et bon, il n'osait pas me croire. Il pensait que j'inventais toute l'histoire. À vous la parole maintenant. Première question. Roger Friedman. Très beau film. Stephen, je commence par vous. Question pour Penelope. Est-ce que vous pensez que vous avez bien joué ce personnage? Oui, absolument. Je crois que ma version est absolument exceptionnelle. Stephen, vous avez tourné des films très sérieux qui traitent de sujets très graves comme Bridge of Spies depuis quelques années. Mais ici, vous avez retrouvé l'esprit de E.T. Et le film est très différent, mais on avait cette même touche un peu magique. Peut-être qu'il y avait quelques références dans ce film par rapport à E.T. Eh bien, pour moi, c'était pas comme une sorte de retour au passé.
Je n'étais pas en train de refaire quelque chose de nouveau. En fait, j'adore raconter des histoires totalement imaginaires. Quand je tourne des films historiques, bien sûr, il faut mettre de côté son imagination. Il faut que l'histoire soit reflétée comme il faut, soit juste, soit véridique. Il fallait trouver le bon angle, trouver la bonne façon de positionner la caméra. Mais ici, il n'y avait plus de barrière. J'étais totalement libre. Je me sentais totalement libre pour faire ce que je souhaitais, ce que je voulais. Ça m'a rappelé mes débuts en tant que réalisateur. À cette époque-là, je racontais des histoires qui me plaisait. Roald Dahl est un énorme écrivain, il est fabuleux. En plus, j'avais la personne qui a écrit E.T., c'était un très proche ami. L'adaptation était facile. J'ai toujours travaillé de façon très fluide avec toutes ces personnes-là. Nous travaillons d'ailleurs ensemble depuis des années. Il n'y a pas eu beaucoup de films entre E.T. et celui-ci où on a travaillé ensemble. Mais quand j'ai su que c'était Melissa qui allait faire l'adaptation du livre, il y avait une petite voix qui me disait à l'oreille « Ah ben, fabuleux, pourquoi pas, ce serait un rêve devenu réalité. Et si je pouvais être le réalisateur de ce beau film, quel bonheur. » C'était vraiment un plaisir du début à la fin. Question à ma gauche. Bonjour. Je viens de Belgique. Donc, vous avez travaillé avec Melissa, Kathleen et Frank. Qu'est-ce qu'elle a apporté de particulier au film? Melissa, c'était notre premier choix. Melissa n'écrivait plus de scénarios depuis un certain nombre d'années. Elle avait des enfants jeunes, elle était très occupée par ailleurs. Et en fait, on avait pris un projet qui s'appelle Ponyo. C'était un film animé. On a demandé à Melissa de travailler avec nous sur ce film. Et on s'est tous très, très bien entendus. À ce moment-là, on a commencé à parler de ce projet-ci, sur lequel on travaillait aussi depuis quelques années. Melissa était fort enthousiaste pour les raisons mentionnées par Stephen d'ailleurs. Ce projet représente tout ce que représente Melissa, en fait. Ce projet, c'est exactement ce qu'elle aime. Frank voulait ajouter quelque chose. En fait, on a pris une option sur le livre en 1993, donc c'est un projet de très longue haleine. Melissa a commencé à travailler avec nous il y a environ 8 ou 10 ans. Être ici, c'est incroyable en soi. E.T. était ici au Festival de Cannes il y a quelques années et c'était un point culminant dans ma carrière. Ce livre était écrit lorsque ce film-là est sorti. C'est une belle coïncidence. Je viens d'Israël. Très beau film. Roald Dahl, parfois, a dit des choses un peu anti-juives. Est-ce que vous avez hésité à faire cette adaptation de son livre à cause de ce qu'il avait dit contre les Juifs? Eh bien non, je ne savais pas du tout que Roald Dahl avait de tels sentiments. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ses livres. Je ne sais pas si, apparemment, il aurait dit de telles choses. Donc non, pour répondre à votre question, pas du tout. Ici, ce récit explique qu'il faut accepter les différences, il faut accepter les autres. Et ce sont ces valeurs-là que je souhaitais souligner dans le film. Hi, Jason Gorber from Cineplex.com and Cineplex, Stockholm, Twitch Film. We're in the land of cinema. This is where cinema was invented. Nous sommes dans le royaume du cinéma, ici. Et en tant que réalisateur, il faut trouver un juste milieu entre art et le monde économique.
Il faut trouver ce juste équilibre aussi entre travailler pour un très large public et réaliser sa propre vision. Stephen, vous avez travaillé avec beaucoup de gens. Que représente pour vous cette notion d'un film à la Steven Spielberg? Vous avez parlé d'équilibre. Quand je réalise un film, quand je choisis un projet, à moins qu'il ne s'agisse donc d'une suite, et on ne fait une suite que si le premier film a très bien marché. Donc là, on sait qu'il y a déjà un public qui attend impatiemment la sortie du film. Ça met une certaine pression parce qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est pas parce que c'était moi le réalisateur, c'est parce que le premier film était un grand succès. Mais non, je ne peux pas faire des films en me disant qu'il faut trouver un équilibre. Je m'exprime en tant que tel. J'évolue au fil des ans, c'est évident dans mes films. Et au contraire, je ne songe pas du tout à ces aspects-là. Ce n'est que lors d'événements comme celui-ci que je pense au côté commercial ou économique. Pour moi, c'est mon travail, j'adore, je suis passionnée par le travail que je fais. Si ce n'était pas le cas, franchement, je ferais autre chose. Je prendrais un bateau et je voguerais sur les vagues d'ici pendant le restant de mes jours. Je viens du Bangladesh. J'ai une question à poser à Steven Spielberg. Vous êtes une légende à Hollywood. Vous avez gagné tous les grands prix dans le monde. Comment arrivez-vous chaque fois à faire des films extraordinaires? Je cherche tout simplement de bonnes histoires à raconter. Comme nous tous ici, on cherche toujours de bons récits. Parfois, ces belles histoires sont devant nous. J'ai lu Le Bon Gros Géant à mes enfants quand ils étaient petits. J'ai beaucoup d'enfants, je leur lisais ce livre et je me transformais en Bon Gros Géant en lisant le livre à haute voix pour mes enfants. Donc, j'ai grandi avec ce livre. Tous mes choix par rapport au film, par rapport aux histoires que je raconte sont basées sur mon expérience personnelle. En fait, spontanément, quand Kathy a dit qu'elle avait acheté les droits, je me rappelais que mes enfants avaient adoré le livre. Je me suis dit, bon, je m'identifie tout à fait à ce projet. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très beau. Stephen Hawking avait parlé d'extraterrestres. Est-ce que vous pensez que les extraterrestres puissent exister? Oui, pourquoi pas? Oui, il y en a qui vivent sur une autre planète qui s'appelle Bizarroïde. Autre question? Ali Muallim from Picture World Iran. Picture World, Iran. It is your welcome back to the children world in this film. Vous avez donc renoué avec la tradition des contes pour enfants dans ce film. Y a-t-il des métaphores que vous avez cherché à souligner? Que représentent les géants dans ce film par rapport au monde contemporain? Est-ce que pour vous, ces géants sont un métaphore? Et même chose par rapport à la reine et l'Angleterre actuellement. Eh bien, je pense en effet qu'il y a beaucoup de valeurs dans ce film. Raconter l'histoire du bon gros géant n'était pas du tout une expérience cynique ou une entreprise cynique. Le cynisme est totalement absent du film. En fait, cette amitié entre Sophie et le bon gros géant est en quelque sorte une métaphore. Ça permet d'illustrer comment les gens peuvent nouer des relations très, très fortes. Est-ce que vous pourrez nous parler
de votre expérience jusqu'à présent à Cannes. Vous avez adapté certains aspects du livre, vous avez changé certaines choses. Comment avez-vous pris ces décisions, notamment par rapport au personnage de la reine? Eh bien, avant ce film incroyable, j'avais pris quelques cours de théâtre et j'étais dans un programme télévisé pour enfants aussi. Pour moi, être à Cannes est un moment purement magique. Je suis ravie d'être à Cannes. C'est une expérience incroyable pour moi. C'était quoi la question déjà? Un livre et un film sont deux choses assez différentes. Les mécanismes ne sont plus les mêmes. Nous avons en fait rajouté à la narration dans le film. Les changements donc étaient acceptés par les représentants de Roald Dahl. Et en fait, nous avons une excellente relation avec la famille de Roald Dahl. On s'est dit qu'il fallait développer le personnage de la reine, qu'elle y figure un peu plus. On ne voulait pas oublier la reine car elle a beaucoup le sens de l'humour. Donc, elle avait droit à la parole, en quelque sorte. Il y a quelques années, j'ai pu vous parler de Tintin et vous disiez que vous aviez du mal à trouver une belle histoire d'amour. Est-ce toujours un grand défi? Et pourquoi voulez-vous raconter une histoire d'amour? Plus vous avancez en âge, plus vous vous penchez sur les histoires d'amour, apparemment. Je pense qu'il s'agit bel et bien d'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour un peu différente dans Le Bon Gros Géant. C'est une histoire d'amour entre petits-enfants et grands-parents, par exemple. Et c'est probablement le premier film que je fais que l'on pourrait qualifier réellement d'histoire d'amour. J'ai une question pour Penelope. Vous êtes magnifique dans le film. Pourquoi est-ce que la reine est si drôle toujours, même si le film adopte un ton plutôt grave? Pourquoi est-ce que la reine paraît très drôle chaque fois? Parce que la reine se trouve dans des situations un peu incongrues. C'est un petit peu comme si on riait à l'église. On sait qu'il ne faudrait pas le faire, mais on n'arrive pas à s'en empêcher. Et c'est ce qui arrive avec la reine. Elle a toujours été reine. On a beaucoup de respect pour ce personnage, mais surtout, on adore la reine, on l'aime. En même temps, on sait qu'elle a un sens de l'humour très développé. Pour toutes ces raisons, on aime bien la voir faire des choses qu'on ne devrait peut-être pas voir. Et évidemment, le film se déroule essentiellement dans le pays des géants. Donc, je voudrais poser une question aux deux autres types de géants ici avec nous. Vous jouez un rôle très différent par rapport au Bridge of Spies. Vous jouez un personnage absolument magnifique. Comment est-ce que vous avez réussi à comprendre vos personnages qui étaient des géants? Comment est-ce que vous vous êtes identifié aux personnages? Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Mais Steven nous a toujours encouragés. Quand il aime quelque chose, il le dit très clairement. Il explique que c'est parfait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose différentes versions, le plus de versions possible. Et c'est lui qui choisit. C'était intéressant pour vous
de jouer ce personnage. En termes de jeu d'acteur, ce n'est pas évident. On est captivé par vos yeux tels qu'on les voit à l'écran. On a l'impression que la magie fonctionne. Je n'en sais rien, mais pour moi, c'était un petit peu comme être au théâtre et répéter. Parfois, il y a des accessoires, il y a des gens un peu partout et il faut avoir recours à son imagination. Quand on répète, on ne sait pas où se trouve le public. Au théâtre, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de point de repère. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué, Ruby et moi, à l'intérieur d'un certain espace. Maintenant, Steven se trouve entre nous deux. Mais lorsqu'on tournait, il était beaucoup plus loin parce qu'il riait tout le temps. Donc c'était différent, mais c'était un peu comme si on était au théâtre en même temps. Et Jermaine, qu'est-ce que vous en pensez? Dans la plupart des films, il faut attendre que la caméra soit prête. Je joue quelques lignes, on répète, et puis après on passe à autre chose. Donc c'est différent par rapport au théâtre. Quant à la façon de préparer le personnage, eh bien, nous, les mauvais géants, on avait des poids aux chevilles pour qu'on ait une démarche très lourde. Et il a fallu un certain temps pour apprendre tout ça. Autre question? J'ai une question à poser à Steven Spielberg. Vous travaillez avec Reliance sur ce film. Ce film a une résonance très britannique, mais c'est en fait une histoire destinée au monde entier. Quand on a un très bon récit, il devient universel, même si le récit se déroule dans une culture donnée. Il finit par transcender les frontières et les cultures. Oui, bien sûr, c'est le rêve absolu. Lorsqu'on est au pays des rêves de Hollywood, tout ce que l'on souhaite, c'est qu'un film revêt un sens au-delà des frontières, même au-delà du monde anglo-saxon. Donc j'espère très sincèrement qu'il y ait des sentiments et des émotions dans ce film avec lesquels tout le monde puisse s'identifier. J'espère que ce film abolit la barrière des langues. Il suffit de pouvoir utiliser ces mots de gobelfunk, quelle que soit la langue. Un film est orphelin avant d'être adopté par quelqu'un. J'espère que ce film trouvera beaucoup de parents d'adoption. Donc nous travaillons avec cette société depuis pas mal d'années. Ils nous ont rejoints avec Amble Partners, ma nouvelle société. Ils ont soutenu le bon gros géant. Nous avons une relation extraordinaire avec ces gens-là. Et certains sont même présents ici à Cannes. Nous avons plaisir à travailler avec Reliance. Autre question? Hi, Benjamin Donofeglis pour Ciné-Série Mag. Thanks for this beautiful movie. Cinémag, merci pour ce très beau film. Ma question fait suite à la question qui a été posée tout à l'heure. Question pour Steven, Kathleen et Franck. Comment avez-vous pu retrouver cette vision d'enfance de façon moins sombre que dans E.T. ou la guerre des chevaux, par exemple? Je vais répondre à cette question, au cheval de guerre, pardon. Je vais répondre à cette question. Et dans toutes ces années, nous travaillons ensemble déjà depuis longtemps et Steven Spielberg a toujours des histoires optimistes.
Et c'est ce qu'il essaie toujours de communiquer dans ses films. Et il est curieux que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas si souvent dans le cinéma. Donc on a beaucoup de chance qu'il raconte ce type d'histoire. Yes, hi. My name is Travolta Cooper. Walter Cooper, Temple Network. Félicitations à tout le monde. C'est un des plus grands films de l'année. Une question pour M. Spielberg et M. Rylance. On n'est pas à Buckingham Palace, mais je pense que tout le monde pourrait dire que vous avez trouvé le ton juste dans ce film. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver ce ton juste et de le garder tout au long du film? Et M. Rylance, ce personnage, bien sûr, est un personnage de mythologie. Est-ce que vous avez trouvé de l'inspiration dans un autre personnage? Oui, j'essaie toujours d'avoir un modèle dans la réalité pour tout personnage, quelque personnage que ce soit. Et ça me rappelle des personnes qui, dans le Kent, travaillaient dans le jardin de mon grand-père lorsque j'étais enfant. J'avais l'âge de Ruby. Et il y avait également des gens qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale et qui avaient eu une vie très remplie, longue, et qui adoraient la vie. Donc ces deux personnes, ce jardinier et cette autre personne, me sont venus à l'esprit. Et puis voilà, donc, si, il y avait d'autres sources d'inspiration pour mon personnage. Lorsque nous tournions le BGG, Marc m'a montré un petit film dans lequel il apparaissait comme un géant, petit film tourné par sa propre fille. Et pour moi, pour la question sur le ton juste que vous avez soulevé, eh bien, quand on arrive au palais, moi je me souviens quand j'ai lu le livre, eh bien, on s'entend lire le livre et puis on essaie de voir la réaction. Quand vous lisez le livre à vos enfants, vous essayez de voir la réaction des enfants. Et on essaie de revenir à la familiarité de Londres et de partir vers ces pays des géants. Et on revient à Londres et nos enfants sont passionnés à chaque fois qu'on revient vers la civilisation. Il y a quelque chose de particulier à cette différence de taille, notamment avec le petit déjeuner de la reine. C'est ce que je préfère dans le livre, c'est le petit déjeuner de la reine. Et j'étais vraiment passionné par cela. On a tout créé, la maison du BGG, du Bon Gros Géant, a été créée. On avait énormément de travail à faire, il y avait l'éclairage à s'occuper, etc. Et je me souviens, lorsqu'on est arrivé au palais, c'était à une taille normale pour nous tous. On avait l'impression d'être normal, mais Marc, ici, qui était très très grand et qui était au-dessus de nous, pour ainsi dire, et en fait, on a gardé le petit déjeuner de la reine pour la fin du tournage. Brian Johnson, Maclean's Magazine, Canada. Deux questions rapides, Monsieur Spielberg. Le ton du film. Vous avez vraiment bien saisi l'Angleterre, alors que vous êtes américain, mais vous avez des acteurs anglais, certes, mais est-ce que vous êtes inspiré de vos acteurs pour trouver le ton juste? Et puis une deuxième question également, on parle beaucoup des rêves, et puis il y a DreamWorks et Dreamland, le rêve américain, le rêve d'Hollywood, etc. À quoi rêvez-vous et de quoi rêvez-vous dans votre processus créatif? Eh bien, ma vie rêvée
rêver, à moi, c'est mon processus créatif. In the depths of history, there still is a dream there that's operating. So Il y a toujours des rêves dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que vous faites, tout ce que je fais. Tout cela est empreint de rêves. Nous jouons avec les rêves des uns et des autres. Vous pouvez peut-être faire en sorte que mon rêve soit mieux présenté. Ah, les rêves quand on dort, ah bah ça, non, vous n'avez pas envie de savoir. J'ai beaucoup travaillé au cours des 2 dernières années, mais vous m'avez posé une question sur l'Angleterre. En 1980, c'est la première fois que j'ai tourné en Grande-Bretagne et j'ai fait beaucoup de films en Angleterre. J'avais produit des films en Angleterre. J'avais vraiment l'impression de connaître l'Angleterre. J'avais vraiment l'impression que c'est mon pays d'adoption. Et mon prochain film aussi était en Angleterre. Et là, vous avez des acteurs anglais, un film qui a un ton anglais. Alors on me demande pourquoi. Eh bien, pour moi, les plus grands acteurs sont ceux qui sont dans ce film. Et j'aime le casting. Le casting est une chose extraordinaire. C'est la plus grande contribution que je puis faire, plus que de diriger les acteurs. Rien que choisir les bons acteurs, c'est quelque chose qui est essentiel. J'aime bien travailler avec Mark Rylance. Nous venons de faire 2 films de suite ensemble. Il est très émotionnel. Il a une générosité, une expansion du courage dans son rôle du bon gros géant. Et donc, voir cela, voir cette transformation est l'expérience que j'ai jamais eue de toute ma carrière, avec quelque acteur que ce soit. Et avec Rebecca et Penelope et Jermaine qui parle anglais, même s'il vient de Nouvelle-Zélande. Oui, il parle anglais, effectivement. Eh bien, j'avais vraiment l'impression que nous sommes une famille. Kyle Buchanan, New York Magazine. New York Magazine, Monsieur Spielberg, vous avez dit que vous avez travaillé déjà avec Mark Rylance. Donc, comment travaillez-vous sur le plateau? Est-ce que vous allez lui trouver un rôle dans le prochain Indiana Jones? I just feel lucky to know him. I feel very, very lucky that J'ai beaucoup de chance de le connaître. J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré et nous sommes vraiment amis. Je connais beaucoup de monde depuis maintenant plus de 40 ans de réalisation à la télévision et dans le cinéma. Et je me suis pas fait beaucoup d'amis forcément dans ce milieu. J'ai beaucoup de respect pour Marc et nous avons beaucoup de points communs. On est des potes et lorsque je choisis des acteurs, c'est parce que je pense qu'il n'y a personne d'aussi bon pour jouer tel ou tel rôle. Et j'ai trouvé ici qu'il n'y avait personne d'aussi bon que Mark Rylance. C'est un rêve qui devient réalité. Et ça, c'est ce que je souhaite. La dernière question ici. Livia, Australie. Question pour M. Spielberg. Le BGG est un film magique. Est-ce que vous croyez encore à la magie dans un monde tel que celui que nous vivons aujourd'hui, là où il y a beaucoup de migrants, là où il y a beaucoup de SDF? Il faut croire à la magie. Lorsque le monde ne cesse d'empirer, c'est là qu'on a besoin de magie. Et c'est ça qui va nous pousser à être proactifs. Et là, cette magie va nous mettre dans une situation qui va nécessiter beaucoup d'action de notre part. Il faudra être proactif. Donc l'espoir peut venir de la magie, et je crois que c'est ce que font les films. Ils donnent de l'espoir aux gens. Ils montrent qu'il y a une raison de lutter jusqu'à la prochaine étape. L'espoir, c'est tout ce qu'il y a. Merci. Merci de cette conclusion magique.
identity.